Nous sommes en 1974. Après 15 ans d'indépendance, c'était l'image du Niger, notre pays. Une image insupportable, crevant la conscience humaine. Insupportable et inadmissible était également l'injustice, la corruption, l'égoïsme de ceux qui pourtant prétendaient au peuple nigérien le bonheur. C'est pourquoi, à l'aube du 15 avril de cette année, ils décidèrent de sauter le pas, le dernier pas, au prix de leur vie pour sauver la nation en péril. Ils, c'est l'armée tout court qui décidait ainsi de prendre ses responsabilités. Nigériennes, Nigériens, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Le lieutenant-colonel d'alors venait d'annoncer l'événement tant attendu. La bouffée d'air au peuple nigérien, étouffé, en agonie, l'ère de la liberté retrouvée. On apprendra plus tard son nom, Séni Kountché. Général depuis janvier 1983, le président Séni Kountché n'est pas un homme politique, c'est probablement sa force. Il inspire confiance par sa franchise et aussi parce qu'il croit en ce qu'il se propose de réaliser. Militaire avec tout ce que cela suppose de rigueur et de discipline, le général Séni Kountché est un nationaliste, plutôt un idéaliste avec tout ce que cela comporte aussi de noblesse et de grandeur. Homme d'action avant tout, le pragmatisme est sa devise. Son souci maître, sa pensée économique majeure, est d'extirper de son pays les grands fléaux qui sont la faim, la soif, la maladie et l'ignorance. Il est né à Fandou en 1931. Après ses études primaires à Filengue, Séni Kountché entre à 13 ans à l'école des enfants de troupes de Kati au Mali, puis à celle de Saint-Louis au Sénégal. Dans l'armée française, son destin militaire est désormais tracé. Sa carrière, il la commence en Indochine et en Algérie, dans les rangs d'une armée coloniale qui s'épuise aux quatre coins de l'Empire, aux côtés d'autres soldats devenus aujourd'hui hommes d'État. Au lendemain de l'historique 15 avril, la grisaille de l'euphorie ne fait pas oublier les réalités. Le lieutenant-colonel ira immédiatement sur le terrain vers le peuple, son peuple. Un peuple sans lequel l'armée dont il est le premier responsable n'existerait pas. Il le sait, il l'a dit, les populations l'ont compris, elles l'adoptent. « 15 avril 1987, 13 ans que les forces armées nationales, les fans, ont pris en main les destinées de notre pays. Un anniversaire qui appellerait un bilan, mais celui que nous allons tenter de dresser se veut comme un constat, juste une réflexion rétrospective à travers 13 années de pouvoir et 13 années d'action. Elle seule, l'année 1986 et l'année 1987 pourraient résumer tant d'efforts, tant de sacrifices, tant de dévouement, tant d'engagement pour éclairer les impératifs du futur nigérien. Ils sont d'abord d'ordre politique. Où va-t-on? Que cherche-t-on? Double question à laquelle répond aisément la charte nationale dont le projet a été adopté en mars 1987 par le Conseil national de développement et transmis au chef de l'État pour examen. Je tiens à annoncer solennellement que le projet de charte adopté par le Conseil national de développement vient d'être transmis au gouvernement qui l'examinera en procédure d'urgence afin qu'intervienne effectivement au mois de mai prochain le référendum populaire. Mais comme je le disais dans le dernier message à la nation de décembre 1986, la charte pose les principes généraux et fixe les orientations et les options fondamentales concernant la nation. Elle n'a point de vocation à préciser, à l'instar de la Constitution, les règles d'organisation et de fonctionnement du pouvoir. Or, à l'évidence, c'est sur cet aspect que se cristallise exclusivement, me semble-t-il, la tension et les supputations
des esprits calculateurs de ce pays. Aussi, me paraît-il indispensable de préciser dès à présent que le souci premier du Conseil militaire suprême, en initiant la rédaction d'une charte nationale, vise essentiellement un seul et unique objectif: préserver le Niger et son peuple des ambitions et des passions source de soubresauts et d'instabilité, tout en garantissant à travers le consensus populaire dégagé la sauvegarde de l'unité du pays et la cohésion de l'armée. C'est dire en l'occurrence que quelle que puisse être la forme de notre prochaine constitution, cet objectif demeurera et l'armée nigérienne continuera à veiller avec la farouche détermination qui l'anime à la sauvegarde des acquis enregistrés depuis le 15 avril 1974. C'est pourquoi elle reste et restera un partenaire actif et résolu dans la gestion administrative et politique future du pays. C'est là une donnée irréversible, une réalité désormais permanente de notre vie nationale. La Constitution en projet en tiendra le plus grand compte, car il va à l'évidence de la pérennité et de la stabilité des institutions qui en découleront. Notre loyauté envers la nation m'impose de vous le dire dès à présent, c'est dire que tout en continuant à assumer la mission de défense du territoire qui lui incombe, l'armée exercera aussi un rôle politique et administratif. C'est son devoir qui le commande, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui l'impose. De même, l'option pour la société de développement demeurera la ligne directrice de notre action et de notre organisation sociale. De la mise en place des structures de la société de développement à l'installation officielle de ses membres, en passant par les travaux de réflexion, les débats populaires et leur synthèse pour l'enrichissement du document, le peuple nigérien et ses dirigeants sont adonnés à un exercice difficile mais nécessaire, de compromis et de recherche de consensus. Consensus pour que l'ensemble des Nigériens se retrouvent dans leurs préoccupations comme dans leurs aspirations. Avec la charte nationale, le Niger administre sans aucun doute au monde la magistrale preuve de notre capacité d'organisation, de notre sens de responsabilité, autant que de notre génie, dira M. Mamadou Marou, le président du Conseil national de développement, pour trouver dans la solidarité et la communion des cœurs et des esprits les solutions aux maux qui nous assaillent. Ces maux, ils sont entre autres économiques. La crise est là, elle n'est pas prête à partir, alors nous avons serré la ceinture, nous avons assaini, réajusté, mais clairvoyance politique oblige, il nous faut relancer. Relancer notre développement global et sectoriel. La préparation et la discussion avec nos partenaires en avril 1987 de notre plan de développement économique et social 1987-1991 répondent à cette préoccupation. De la rencontre, il ressortait que le diagnostic de la situation économique et sociale est dans l'ensemble satisfaisant. Il a été noté qu'un bilan sans complaisance a été établi au niveau des différents secteurs. De même, le courage politique du Niger a été apprécié car toutes les faiblesses des politiques passées ont été relevées dans ce projet de plan. Signe de la recherche de cette relance économique prônée par le plan, la reconstruction du grand marché de Niamey, un symbole. Déjà. Descendre a surgi en 2 ans cet ensemble, ce complexe dont les différentes parties s'étalent harmonieusement sur une superficie assez importante de 6 hectares. Un complexe, certes, mieux, un ouvrage d'un travail sérieux, d'une élégance achevée. On appelle ça un joyau, ou si vous préférez un bijou. Ajoutons un bijou d'art.
À la beauté de l'œuvre, nous l'avons dit, se greffe l'harmonie des différentes parties, des différents éléments de ce complexe, ce qui fait son caractère moderne. Un superbe jet d'eau au milieu de l'axe central du marché qui, par calcul bien effectué, se veut comme le point de rencontre de deux voies. Celle venant de l'autre côté du fleuve, du rond-point Gawai, et qui joint celle qui traverse dans toute sa longueur les quartiers Banizumbu, Soni, pour se perdre loin vers le balafon. Un calcul fortuit? Non. Le marché en Afrique, c'est le lieu de rencontre par excellence. Et qui dit rencontre, au pluriel s'il vous plaît, dit contact, donc échange divers. C'est cela l'esprit de nos marchés. Le nouveau Habo Bene y répond favorablement. La relance envisagée dans notre pays accorde aussi une place de choix au développement rural. Ceci s'explique par l'importance de ce secteur dans l'économie et le rôle de moteur de développement que lui confèrent les autorités nigériennes. Il est tout particulièrement question de recherche agricole, de prix agricole, de revenus du monde rural, de crédit agricole, de politique d'intra et de diversification de la production agricole. À ce titre, la dernière foire nationale organisée à Niamey donne toute la signification que le Conseil militaire suprême et le gouvernement accordent à ces questions et à la recherche de leurs solutions adéquates. Cadre privilégié d'exposition dans la diversité de nos produits agricoles, cette foire sera aussi une vitrine de la richesse de notre artisanat et de notre cheptel, mais également une vitrine du génie créateur de nos laborieux paysans. À l'image du festival et de la lutte traditionnelle, où chaque département de notre pays apporte dans la fraternité le meilleur de lui-même, la foire, nous en sommes convaincus, ne fera pas exception à la règle. L'unité nationale s'en trouvera renforcée et l'essor du monde rural promu. Un monde rural dont la promotion devra être à la hauteur de la place de choix qu'il occupe dans la société de développement. Parallèlement, les efforts en direction du monde paysan se poursuivent chaque jour qui passe. Témoin, l'inauguration en novembre 1986 de la ferme semencière de Sagia. Située à quelques 10 km en aval de Niamey, la ferme semencière rizicole de Sadia vient en effet augmenter notre arsenal de production céréalière. Exploitée par 52 familles originaires de Gawai, Kirkisoy et Sadia même, la ferme a déjà donné pour une première campagne expérimentale de décembre 1985 à mai 1986 un rendement moyen de plus de 7500 kg à l'hectare, l'expérimentation ayant été faite sur 17 hectares. La mise en œuvre du projet a nécessité un aménagement hydro-agricole de 25 hectares pour un montant de 127 700 000 francs CFA et la construction de magasins de traitement et de conditionnement des semences. Le Royaume de Belgique a participé pour 430 millions de francs CFA à la construction de cette ferme. C'est là la modeste mais fière contribution du Royaume de Belgique à la lutte que mène le Niger en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, a déclaré l'ambassadeur de Belgique au Niger lors de la cérémonie de remise. Effort aussi et non des moindres dans le domaine de la communication. Le nombre de kilomètres de routes bitumées augmente du jour au lendemain. La construction du réseau routier Agadez-Zinder, qui a démarré il y a quelques mois, en est la preuve. Ainsi, la route a été scindée en deux lots, A et B. Le service départemental des travaux publics d'Agadez s'occupe de la réalisation du lot B, qui lui-même comprend deux sous-lots, dont la société Satom est en train de réaliser le premier, long de 30 km, sur le financement de la BEAD et de l'État nigérien pour un coût global d'environ 1,5 milliard de nos francs. La livraison de ce tronçon, dont les travaux avaient débuté en septembre dernier, est prévue pour décembre prochain. La suite du lot B, c'est-à-dire le deuxième sous-lot est en instance, car n'ayant pas encore acquis de financement, mais d'ores et déjà, et c'est peut-être cela qui intéresse plus les populations, la nouvelle route Zinder-Agadez traverse Aderbissinat et Tanout, située sur l'ancienne route. La santé, autre domaine prioritaire dans notre politique de développement social. Nous noterons dans la période d'avril 86 à avril 87 la sortie de nouveaux diplômés d'état de médecine. Ils furent 28 candidats, dont 23 Nigériens, de la 6e promotion 1979-1986. Le social et précisément le culturel, avec l'inauguration dans le même temps de l'université islamique de Saï.
L'idée de la création de l'université islamique de Saï, que le général Séni Kountché a officiellement inaugurée, remonte à l'année 1974. C'est en effet lors de la réunion au sommet des chefs d'État et de gouvernement tenus à Lahore que fut arrêté le principe de la création de cette institution. Et notre pays fut choisi pour abriter la deuxième université islamique d'Afrique. 2 années après, le 9 février 1976, le président Séni Kountché procédait à la pose de la première pierre. Déjà, le chef de l'État souhaitait que l'université islamique de Saï soit avant tout un fleuron supplémentaire du savoir islamique et du savoir tout court, mais qu'elle soit aussi dans le même temps le reflet de son époque, c'est-à-dire qu'elle soit scientifique. Le 3e sommet de l'OCI tenu à la Mecque en 1978 invitait le Niger à démarrer les travaux. Mais c'est en 1982 que les travaux de la première tranche du projet vont démarrer. Compte tenu des disponibilités financières à l'époque, une partie seulement du programme, qui prévoyait l'ouverture de plusieurs facultés, a pu démarrer. Depuis la rentrée scolaire, cette année, la faculté des études islamiques et de la langue arabe a ouvert ses portes. Pourquoi maintenant Saï pour abriter l'université islamique? Eh bien parce que, comme le disait le président Séni Kountché le 9 février 1976, ce site éveille tout naturellement en nous la pieuse histoire du petit village de Saï, aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement, avec à sa tête un homme, El Hadji Abarajika, très attaché aux principes de l'islam. Saï qui respire si intensément la piété et la sagesse islamique et qui abrite encore des souvenirs tenaces et des noms prestigieux tous marqués par l'islam et la lumière du Saint-Coran. Citons parmi eux Alpha Maman Djobo qui repose ici sous cet édifice érigé en sa mémoire. Saï se développe lentement mais sûrement grâce au courage et à l'esprit d'initiative de ses populations et des autorités administratives, mais aussi grâce aux efforts de l'État qui réalisera pour près de 4 milliards de francs CFA le bitumage de la route Niamey-Saï. Ce montant, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre de la coopération nigéro-italienne. Et Saï aujourd'hui s'est rapproché de toutes les contrées grâce à l'automatique en télécommunication déjà installée. Voilà autant de réalisations qui ont vu le jour en l'espace d'1 an, entre avril 1986 et avril 1987, qui complètent ou qui viennent s'ajouter aux nombreuses autres réalisées et à mettre à l'actif du Conseil militaire suprême et du gouvernement. Des réalisations qui confortent plus d'un Nigérien et qui affirment la volonté des autorités pour sortir notre pays du sous-développement. Cela a été notre credo depuis 1974 et dans tous les domaines de développement de notre pays. Le moment sera alors au combat, faire face aux problèmes, faire front commun contre les difficultés. Les premières, celles du monde rural, notre raison d'être. Car au Niger, nous sommes et resterons paysans. Pour ce faire, le principal acte de notre combat appelait à la résolution durable des entraves de notre monde. Faire en sorte à tout prix qu'aucun Nigérien ne meure de faim. Même si nous devons consacrer à cela la totalité de notre budget. « 25% des ressources affectées au secteur public seront ainsi versées dans l'agriculture. Et ce fut la naissance des aménagements hydro-agricoles. Dès 1974, le président du Conseil militaire suprême définissait ainsi cette politique nationale. Nous mettrons, dit-il, sur pied une politique de développement rural qui, associant le paysan en même temps qu'elle s'exercera sur l'environnement de celui-ci, rentabilisera à la fois nos terres, notre élevage, nos aménagements hydro-agricoles et toutes nos eaux de surface partout où elles existent. Aussi, un système d'encadrement du monde paysan est-il mis sur pied, parallèlement à une politique ardue de mise en valeur de toutes les terres cultivables par le financement et la réalisation d'aménagements hydro-agricoles. En un mot, libérer les Nigériens de la faim, de la soif et des besoins. C'est pourquoi le Conseil militaire suprême n'a ménagé aucun effort pour encourager les paysans à produire, à améliorer sans cesse leur rendement, à diversifier leur culture. C'est pourquoi aussi, le Conseil militaire suprême a intensifié l'action autour des aménagements hydro-agricoles, multiplié les points d'eau et activé la mise en place et l'amélioration de l'encadrement agricole. En 1982,
Un débat national a été organisé pour faire le point de toutes les actions entreprises à l'endroit du monde rural et définir aussi une nouvelle stratégie d'intervention. Ce débat, qui a regroupé à Zender toutes les parties prenantes, et notamment les producteurs, l'encadrement technique et les partenaires, a dégagé des recommandations pertinentes qui ont été d'ailleurs adoptées par le gouvernement, dont l'axe fondamental est la responsabilisation pleine et entière des paysans et la nécessité de la redéfinition du rôle de l'encadrement. L'accent sera désormais mis sur l'autogestion et l'éducation coopérative afin que l'ensemble des coopérateurs se sentent responsables du succès ou de l'échec de l'entreprise initiée par eux et pour eux, de même que la révision de rapports entre structures coopératives et organismes d'appui UNCC, ONARA, SONARA, CNCA. Et quels sont les axes principaux de cette politique de développement du monde rural au Niger? Il y a d'abord le développement des cultures sèches qui occupent la majeure partie de la population et fournissent l'essentiel de la nourriture du pays. Il faut à ce niveau augmenter la production en s'efforçant d'améliorer les rendements sur les terres exploitées, en réduisant la vulnérabilité des cultures à la sécheresse par l'emploi de variétés à un cycle végétatif court, en introduisant des techniques permettant d'intensifier les cultures grâce à un encadrement efficace et motivé, soutenu par des paysans responsabilisés et conscients de leurs intérêts. Le développement des cultures irriguées qui doit être perçu comme un moyen devant permettre d'espérer des récoltes plus sûres, susceptibles de combler des déficits alimentaires dus aux aléas climatiques. Il s'agit donc de maîtriser l'eau nécessaire à l'irrigation partout où cela est possible techniquement et économiquement. Les successions de sécheresses, les montagnes de difficultés n'ébranleront en rien l'option fondamentale de la politique gouvernementale qui vise l'autosuffisance alimentaire. Plus les années passent, plus la confrontation avec les problèmes devenait titanesque, plus notre expérience grandissait dans ce domaine louable de l'assurance du manger pour chaque Nigérien, où qu'il se trouve et quand le besoin se faisait sentir. Et assurément, l'une des plus belles, des plus grandioses réalisations du Conseil militaire suprême et du gouvernement fut l'initiation des cultures de contre-saison. Tous les Nigériens, ceux de champs, ceux de campements et ceux des villes, se sont mis à l'ouvrage comme un seul homme, avec l'enthousiasme et le courage que seul peut générer la foi en la réussite. 70 000 hectares mis en valeur à coût de millions de francs CFA débloqués par l'État, mais surtout à coût de sueur, de labeur. Une réussite éclatante. Succès sans précédent, devrait-on dire. Les résultats sont là, tangibles. Même les pasteurs Bororo de Tabalak-Meiroua et de Kornaka, réfugiés dans leur mentalité millénaire irrésistible, quelque peu mythique, ont pleinement participé à l'entreprise. Ils ne furent pas en reste. Les Bororo ne furent pas en reste. Et c'est dans cette région de Kornaka qu'ils furent regroupés. Ils s'adonnèrent donc à ces cultures de contre-saison et les résultats furent édifiants pour ce premier contact avec la terre nourricière. Deuxième opération également couronnée de succès, la culture pluviale développée autour de ce site de Kornaka. Dai an kire mu ne an ce bana za a gwada mu na noma mu ko an kire mu mun zo game da mu sanne wanda sun ka auna gona wurare tare da ni ne an kai awo sai da na auna gona 400 da gona 4. On nous a conduit ici pour nous apprendre à cultiver. Dès notre arrivée, on nous a distribué 150 unités de culture appelées
âne plus charrue, à raison d'une unité pour 2 chefs de famille. J'ai malheureusement perdu mon âne avant même le début des travaux champêtres. Mais grâce à la solidarité des autres Bororo, j'ai pu réaliser pour eux une récolte correcte, comme vous pouvez le constater. J'ai récolté 78 bottes de mil. Il faut dire que nous nous sommes cotisés pour aider ceux de nos camarades arrivés trop tard sur le site. na riƙe kalme noman jaki da hannuna ni abinda na ɗaura dame 78 dame 78 na ɗaura 78 na ɗaura amma cikin dangi waɗanda sun ka zo lokacin ba a yi noma ba su mun ji tausayin su lokacin yanzu saboda haƙi ta kai mun ji tausayin su na ba da kyauta dame 20 cikin juna kamar mu ma mu yi taimako na juna saboda wasu ko da sun ka zo nan ma lokaci ta ƙure ba su samu noma ba cikin haka nan gwamnati ya rika su ne a hankali ba su jiwa ba to yanzu abu ya kai an daina badawa to kenan mu mun shirya mun kai abu mu tayi umfani mun ji daɗi kenan ya samu ka taimake su cikin juna ɗaiɗai da mai ga da mai an ba ga da mai sai da na ba da mai 20. L'élevage, le domaine réservé de ces hommes voués à un pastoralisme qui remonte dans la nuit des temps, a mérité également l'attention particulière du Conseil militaire suprême et du gouvernement, et pour cause, il constitue la seconde activité principale dans notre pays. Durant les années 1973, suite à la sécheresse, les pertes numériques furent nombreuses, le bétail éprouvé. L'instant était à l'urgence, un programme qui annoncera beaucoup, tant d'autres, était mis en place par le Conseil militaire suprême. Il a été retenu et complété comme une stratégie de développement de notre élevage. La redistribution du cheptel aux éleveurs sinistrés et la création des centres de multiplication. La redistribution du cheptel a été une opération à la fois sociale et économique. Elle a démarré pendant les moments difficiles de la sécheresse et visait à satisfaire les besoins minimaux de 45 000 familles totalement sinistrées. Elle a démarré en 1974 et a permis, fin 1978, de secourir 15 000 familles. 995 millions et demi de francs CFA ont été dépensés à ce titre. Le cheptel national a été reconstitué par rapport aux effectifs de 1972, aux 3/4 pour les bovins, en quasi-totalité pour les ovins et en totalité pour les caprins et les camelins, c'est-à-dire au-delà des perspectives du programme triennal 1976-1978. Ce qui est important de souligner, c'est que l'opération a eu d'autres effets bénéfiques. Elle a favorisé le retour d'éleveurs ayant émigré avec leur bétail dans des pays situés au sud du Niger et permis aussi l'importation définitive d'animaux provenant des pays moins touchés par la sécheresse. Dès 1974, on le voit, le Conseil militaire suprême a eu pour seul souci dans ce domaine de l'élevage à satisfaire les besoins essentiels de l'éleveur en créant des infrastructures de formation de cadres compétents, en développant les activités pastorales et autres productions animales. Cette stratégie se poursuit aujourd'hui et vise toujours à la reconstitution du cheptel, à l'amélioration des rendements et surtout à la préservation de l'équilibre écologique. L'un dans l'autre, fort de toutes les leçons antérieures, le gouvernement et le peuple nigérien ne se sont pas contentés de l'admiration que suscita la domination de toutes ces épreuves. Le moment était désormais venu de s'attaquer aux causes profondes des maux. Ce qui a amené le chef de l'État, alors en tournée dans le département de Tawa, en novembre 1984, à convoquer un débat national sur l'élevage nigérien. Il se tiendra, ce débat, dans le chef-lieu du même département en avril 1985. Le travail remarquable qui avait été mené a été sanctionné par ce qu'on a appelé le plan d'action de Tawa. Il y a lieu d'élaborer et mettre en œuvre un plan national et régional d'aménagement du territoire, de procéder à la délimitation des périmètres viables
pour la pratique intégrée des activités agricoles et pastorales en y installant les populations d'éleveurs en voie de sédentarisation, d'intensifier la modernisation de la zone pastorale par une extension des centres pastoraux, de veiller à un juste règlement des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans un esprit de justice sociale, de faire agir la solidarité nationale en mettant à la disposition des populations d'éleveurs des terres viables, d'intensifier l'agriculture. S'il y a un domaine commun qui concerne l'alimentation des hommes, du bétail et des cultures, c'est bien celui de l'eau. La promesse tenue ici aussi était tout un programme. Aucun Nigérien ne devait mourir de soif. Et la gravité des conditions naturelles qui prévalaient depuis 1970 a justifié toute l'importance que le président Kounché reconnaissait dès 1974 au secteur de l'hydraulique villageoise. Les progrès réalisés depuis cette date et le rythme soutenu des nouvelles réalisations sont à la mesure de cette promesse qui semblait déjà annoncer les recommandations de la conférence des Nations Unies de Mar del Plata en mars 1977, laquelle décidait de la décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement pour les années 80. C'est pour se donner les moyens de faire face à ces priorités que le président du Conseil militaire suprême organisait dès octobre 1980 le ministère de l'hydraulique, auquel fut joint en 1982 le secteur de l'environnement. Depuis cette date, les réalisations sont nombreuses et montrent les efforts accomplis et les nouvelles orientations politiques prises par le ministère conformément à la philosophie de la nouvelle société de développement. La politique initiale basée sur le droit à l'eau pour tous a ainsi progressivement évolué pour être complétée par le devoir de chacun à entretenir le point d'eau dont il bénéficie. Telle est la conception de participation de la population à l'effort national de développement qui permettra à terme au pays d'accéder à l'autosuffisance alimentaire. L'objectif demeure d'obtenir pour 1990 une couverture complète des besoins en eau en milieu pastoral, villageois et urbain. Dans les années 1970 à 1974, le rythme annuel de construction était de 134 puits par an. À cette cadence, dans un siècle, le Niger aurait encore été sous-équipé en points d'eau et les populations soumises aux aléas de la pluviométrie annuelle. De 1974 à 1980, 277 puits ont été exécutés annuellement et de 1980 à 1983, le rythme est passé à 784. L'eau, mais il y avait aussi la question épineuse de la désertification. L'éradication du mal a été l'un des grands soucis du Conseil militaire suprême et du gouvernement. C'est pourquoi, dès l'installation des forces armées nationales au pouvoir, une commission nationale de reboisement voyait le jour. Le péril écologique certain, la vie des hommes et des animaux restant à la merci du danger, des opérations graduelles ont été menées. Citons notamment l'opération Sahel Vert, l'institution des projets intégrés. Le souci permanent qui animait le Conseil militaire suprême et le gouvernement amena à la tenue là aussi d'un débat national, tenu à Maradi. Techniciens, agents de développement, paysans ont cherché les voies et moyens pour rendre notre environnement plus viable pour les générations futures. À la dimension de la lutte, il a été repensé l'aménagement rationnel des ressources naturelles, la poursuite et l'intensification des recherches technologiques et scientifiques. À ce propos, l'on retient la place de choix de l'Institut national pour les recherches agronomiques, de l'ONERSOL et de l'université. Des organismes qui devaient et le font poursuivre les investigations au plan des énergies renouvelables et de la physique de l'atmosphère, entre autres. Pendant ce temps, sur le terrain, la lutte continue avec l'instauration de l'année de reboisement, la constitution des bois de village, etc. Au-delà de l'urgence, un plan directeur pour faire face aux fléaux galopants a été élaboré. En prélude à la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement a pris une décision capitale, celle de reboiser le Niger
par le lancement d'un programme intérimaire. Cette action se fera sous forme de haies vives, de brise-vent et de bois d'ombrage sur les sites de contre-saison et les aménagements hydro-agricoles. Pour assurer le succès de ce programme, le gouvernement avait débloqué la somme de 350 millions de francs répartis en raison de 50 millions par département. Et cela en dépit des difficultés économiques. Ces décisions apportèrent la preuve supplémentaire de notre engagement. Un engagement qui, en amont et en aval, au-delà de la volonté politique, au-delà de la décision technique, au-delà de la viabilité, met au devant de tout l'homme. L'esprit calque bien aux intentions et actions manifestées dans le domaine économique dont les poumons sont les mines. Les ressources nationales, avait dit le président Kounké, sont et demeurent nationales. Elles seront consacrées au service du développement. Cette option a visé plusieurs objectifs. Pendant le programme triennal 1976-1978, on note le doublement de la capacité de l'usine de la Somaï, la mise en exploitation du gisement d'Akuta pour 1978, le développement des gisements d'Afasto Est, d'Afasto Ouest et d'Inadra. Pendant le plan quinquennal 1978-1983, entre autres, la multiplication de la valeur de production de 50 milliards en 1978 à 120 milliards et demi de francs CFA en 1983. La multiplication de la valeur ajoutée de 41 milliards en 1978 à plus de 97 milliards en 1983, l'accroissement de la valeur des exportations de produits miniers de 48 milliards 600 millions en 1978 à 118 milliards et demi en 1983. Après avoir régulièrement augmenté en francs courants de 1974 à 1978, donc, c'est-à-dire pendant les périodes de construction de la Cominac et du renforcement des capacités de production de la Somaïr, ces investissements ont commencé à diminuer suite à la baisse de l'activité liée à la situation sur le marché de l'uranium, situation qui n'a pas permis le démarrage effectif de la construction de la SMTT, la société minière Tassan Tagalgué, ainsi que celui d'Imouraren, d'Afasto Ouest, d'Afasto Est, etc. S'agissant de la SMTT, dont on sait aujourd'hui qu'elle n'exploitera ces gisements qu'en coopération avec la Somaïr, il est bon de noter qu'elle a un actif en fin 1982 de plus de 22 milliards de francs CFA. L'Office national de ressources minières, créé le 26 avril 1976, répondait parfaitement au souci du Niger d'être présent dans toutes les actions minières. Cette volonté de participation du Niger dans l'activité minière s'est concrétisée par une augmentation sensible de nos actions dans les capitaux des sociétés déjà existantes et une politique systématique de participation égalitaire avec tous les partenaires dans les sociétés en voie de création ou à créer. Le charbon d'Anou-Araren constitue, a dit le président Séni Kountché, une des grandes chances énergétiques de la région. Ce sera l'occasion de diminuer la dépendance énergétique qui rend notre économie si vulnérable et d'un coût si élevé. C'est au cours de recherches géologiques destinées à la prospection uranifère, des réserves de charbon ont été mises en évidence en 1963-1964. Dès lors, l'idée d'utiliser ce charbon pour produire de l'énergie électrique dans cette région éloignée de quelques 1000 km de Niamey a germé. Dès 1974, une étude de préfactibilité à Électricité de France, EDF, devait permettre d'apprécier le caractère réaliste d'une telle idée. En 1975, c'est-à-dire un an après, une assemblée générale extraordinaire convoquée par l'État du Niger réunissait la Somaïr, la Cominac, la BDRN, la Nijlek, la SNTN, la Sonara et décidait de créer la société nigérienne du charbon d'Anou-Araren Sonichar. Le plus facile était fait, mais il aura fallu toute la volonté des autorités nigériennes et leur ténacité pour aboutir aujourd'hui au résultat que l'on sait, 200 000 tonnes de charbon produit en 1983. L'investissement Sonichar, c'est la création de toutes pièces à 45 km au nord-ouest d'Agadez, d'un complexe minier et industriel sur lequel travaillent plus de 400 personnes et pour la réalisation duquel il aura fallu près de 5 ans de travail et plus de 1500 personnes. Les diverses études menées permettent d'évaluer à 6 millions de tonnes les réserves certaines sur une superficie de quelques 2 km².
Ces réserves permettent l'exploitation de la centrale pendant 25 ans. Dans nos pays en voie de développement, la santé physique et morale des populations est une priorité. Là aussi, l'engagement politique du Niger s'est traduit de façon officielle en plusieurs occasions. Le droit du citoyen nigérien à la santé a été reconnu dans le discours-programme du 22 avril 1974 qui indique que dans ce Niger, chaque Nigérien, quelle que soit sa naissance, son sexe, son lieu de résidence ou ses convictions, doit accéder avec un maximum de chance à un épanouissement rapide de son être. Et cela dans une jouissance aussi complète que possible de ses droits. Dans les différents messages du chef de l'État a été régulièrement réitéré l'engagement du Niger à atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un débat national sur la santé aura lieu à Maradi du 21 au 30 mars 1983, sanctionné par l'appel de Maradi. Cette option fondamentale s'est traduite dans les faits par l'organisation régulière, et ce depuis février 1975, de journées d'études de la santé. Ces journées permettent aux responsables de la santé et ceux d'autres départements ministériels de discuter et de dégager les perspectives de la politique sanitaire du pays, compte tenu des besoins de la population et des moyens existants. D'importants investissements multipliés dans certains cas par 20 ont été réalisés. C'est ainsi que depuis 1975, les dépenses relatives au personnel, à la logistique, aux infrastructures et aux équipements sont prises en charge par le budget national. La croissance régulière du budget du ministère de la Santé a abouti à un triplement de celui-ci en 5 ans. Depuis 1972, l'ONPPC est installé en zone industrielle et possède 1700 m² de magasins de stockage où sont entreposées près de 4000 références d'une valeur nette de 1,6 milliard au 30 septembre 1982. Le deuxième but assigné à l'ONPPC est de couvrir notre pays d'un réseau de points de vente afin que chaque Nigérien ait la possibilité de se soigner en quelque endroit du territoire qu'il se trouve et au même prix que dans la capitale. Cette formule originale des pharmacies populaires, facteur de développement, ne doit pas être considérée comme une entité car elle entre dans le cadre de la politique générale de l'ONPPC. On ne doit pas dissocier ONPPC et pharmacie populaire, car la pharmacie populaire d'État permet à ceux qui en ont les moyens d'acheter leurs médicaments, ce qui allège d'autant le fonctionnement des formations sanitaires, ne pratique pas les mêmes prix que les pharmacies privées, un prix de 20 à 50% moins cher, a un caractère étatique qui la soustrait aux exigences de l'entreprise privée pour laquelle la notion de profit est le but essentiel. Une entreprise privée ne serait pas disposée, par exemple, à implanter un point de vente, tout en sachant qu'en raison de l'insuffisance du chiffre d'affaires, les charges d'exploitation ne seront pas couvertes et qu'elle aura à enregistrer chaque année un déficit. À ce jour, 18 officines ont été implantées à travers le pays. Il faut ajouter à toutes ces réalisations la construction à travers le pays de centres de protection familiale et infantile grâce au concours d'organismes spécialisés en appui aux différents programmes nationaux de développement. Tel est le cas également, et chose plus récente, du Centre national de santé familiale. Ce centre, qui a vu le jour en février 1984, vise entre autres objectifs l'amélioration des conditions de vie de la famille nigérienne. Mieux, il s'agit de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant à travers l'élaboration d'une politique en la matière et au-delà une politique en matière de population. La politique au plan de l'éducation était de dispenser un enseignement de qualité. La tâche qui avait été menée a été de longue haleine. De la mise en place d'une structure de réflexion et d'action sur la réforme de l'enseignement et le plan de scolarisation au séminaire national de Niamey sur cette réforme, à la réunion de la commission nationale et en passant par la réunion de la commission nationale du séminaire général sur l'éducation en avril 1979 à Zender, l'on s'est rendu compte ici dans notre pays de la complexité et de l'urgence à mener cette réforme. Le Conseil militaire suprême et le gouvernement ne baisseront pas les bras. À la mesure des difficultés, le gouvernement trouvera des mesures appropriées. D'où la tenue en mars 1982 à Zender du débat sur l'école nigérienne, conforme aux préoccupations et à l'attente des uns et des autres. Le langage des chiffres est sans doute plus éloquent.
Le budget de fonctionnement est passé de 2 milliards 20 millions en 1974 à 13 milliards 14 millions de nos francs en 1984, soit un accroissement de presque de 11 milliards. Cela a notamment permis aux responsables de l'éducation nationale de peaufiner la qualité de l'enseignement par une amélioration quantitative et qualitative du corps enseignant, de multiplier les écoles, de repenser les programmes d'enseignement, de remettre sur les rails certains services du ministère jusqu'alors occultés et d'opérer ainsi un véritable boom des effectifs, surtout au niveau de l'enseignement du premier degré où la politique de scolarisation de masse préconisée par les autorités a favorisé une nette évolution des effectifs. De 123 000 élèves en 1974, ils seront en 1984 261 000, repartis dans plus de 6 000 classes contre 2 970 au lendemain des événements du 15 avril. Le personnel enseignant a également suivi le rythme, 2 800 en 1974 et 6 700 cette année. Il en a été de même de l'encadrement pédagogique et de la formation des formateurs. Si la création de la faculté de pédagogie à l'université de Niamey, qui a contribué dès son ouverture en 1976 à juin 1983 à la formation de 37 inspecteurs et de 79 conseillers pédagogiques, traduit en soi et par soi la volonté de contrôle et d'encadrement des maîtres sur le terrain, il reste aussi que la formation instituteurs, instituteurs adjoints, moniteurs et moniteurs auxiliaires dans les écoles normales de Dosso, Tawa, Maradi et Zender a favorisé en même temps que la réduction du nombre d'étrangers et des moniteurs au niveau du primaire, une amélioration sensible de la qualité de l'enseignement. Les résultats enregistrés de 1974 à 1983 ont presque suivi la même évolution. Poste et télécommunications, la récente structuration des portefeuilles ministériels a amené leur fusionnement à l'ancien ministère de l'Information, devenu aujourd'hui ministère de la Culture et de la Communication. Les tâches étaient en effet identiques, l'objectif le même, leur place dans la vie sociale est si importante car il s'agit de vaincre le temps et l'espace, et les moyens de cette politique avaient été mis à la disposition des organes exécutants. Le gouvernement du Niger a opté pour la gestion de ces postes de télécommunications, la formule de l'office. Ainsi fut créé l'Office des postes de télécommunications au Niger, chargé de la gestion des monopoles postal, télégraphique et téléphonique de la République du Niger. En matière de télécommunications, l'OPT a trois objectifs principaux. Répondre aux besoins résultants du développement du pays, assurer et intensifier la desserte téléphonique des zones rurales pour les intégrer dans toutes les activités nationales, moderniser les équipements en vue d'une automatisation intégrale du réseau téléphonique tant sur le plan national qu'international. Les postes de télécommunications jouent aujourd'hui un rôle primordial dans la vie d'un pays qui s'est engagé comme le Niger à se rapprocher des autres pays, à rapprocher surtout ses populations par lettres, par téléphone, par téléx, par la télévision ou par la radio. Les postes de télécommunications au Niger sont une véritable entreprise, une entreprise de transport. La SNTN transporte les hommes et les marchandises, les postes de télécommunications transportent les idées et l'information. Pour un pays enclavé comme le Niger, sans façade maritime, l'importance des moyens de communication n'est plus à démontrer. Des efforts considérables ont été faits par le gouvernement pour doter le pays de structures de communication et d'infrastructures routières modernes. L'on comprend dès lors pourquoi l'année 1986 a été déclarée année de la communication. Mais comment se traduit cette évolution? En 1974, le réseau classé et non classé comportait 6 972 km, cependant que sa partie bitumée offrait 927 km et les routes en terre 2624 km. Au total général, ce sont quelques 100 milliards 915 millions qui ont été investis pour la modernisation du réseau routier. Si l'on y ajoute le budget de l'entretien routier qui est passé de 916 millions en 1974 pour 6 972 km à 1 milliard 573 millions pour 7 949 km en 1983, ce sont 102 milliards 898 millions qui ont été investis. Un développement harmonieux s'est opéré aussi dans le domaine des transports aériens,
développement favorisé par un cadre juridique qui s'est matérialisé par la signature d'accords bilatéraux entre notre pays et la France, la Belgique, le Mali, le Nigeria, l'Algérie, la Tunisie, l'Allemagne, le Pakistan, le Bénin et le Togo et récemment l'Éthiopie. Par ailleurs, dans toutes ces composantes, le trafic a plus que doublé depuis 1974. En considérant seulement l'aéroport de Niamey, on constate que le nombre de passagers des lignes internationales est passé de 46 000 en 1973 à près de 100 000 actuellement. Au niveau des moyens, les efforts ont porté sur la formation des techniciens supérieurs dans toutes les spécialités de l'aviation civile, l'aménagement de l'aéroport international de Niamey, la mise aux normes Boeing 737 des aérodromes principaux de l'intérieur, c'est-à-dire Tawa, Agadez, Maradi et Zinder, et la création d'un aérodrome accessible au Boeing 737 à Difa, etc. En fait, après une décennie, on peut dire que le support à la mise en valeur et au développement de nos zones, de notre pays, est en voie de se réaliser totalement. Le domaine social. Quand il va, tout va. Les forces armées nationales en ont été conscientes de leur arrivée au pouvoir. D'où le relèvement des revenus des travailleurs et des fonctionnaires, d'où le réajustement des bourses des élèves et étudiants, d'où la suppression à partir de 1978 de l'impôt dit du minimum fiscal et de l'impôt cédulaire. La recherche de solutions aux problèmes du logement fait partie du lot. L'objectif demeure la recherche pour chaque Nigérien d'un logement décent, adapté à son environnement et répondant aux exigences essentielles du monde moderne. Pour cela, le Conseil militaire suprême a conçu une politique nouvelle de logement. Elle a consisté à désigner qui doit ou peut être logé par l'État et qui peut prétendre à l'indemnité compensatoire de logement. Elle a donné lieu à l'élaboration de programmes cohérents de développement de logements administratifs. Elle a suscité la réalisation d'ensembles destinés au personnel de services publics en location-vente ou en location simple. Elle s'est préoccupée d'encourager à la construction en matériaux traditionnels ou améliorés. Elle a enfin précisé les structures administratives et financières chargées de sa propre mise en œuvre. 150 villas de la cité dite de la Poudrière ont été réceptionnées en avril 1977 et attribuées dès réception à leurs premiers occupants. Cette attribution en location simple, précisait le chef de l'État, obéira, tout comme la mise en location-vente des 116 villas Sonoussi, à des critères excluant entre autres tous les postulants ayant déjà par eux-mêmes ou par leurs conjoints une villa déjà construite, en construction ou simplement un terrain. Cette opération, commencée à Niamey, la capitale, s'est étendue à d'autres villes du pays, pour citer Difa, Zinder, Agadez, Dosso, Tawa, etc. D'autres opérations logement sont venues compléter la première opération et qui ont permis de résoudre substantiellement le problème crucial de logement qui se pose dans les grands centres de notre pays. L'administration n'est pas laissée en reste. Des grands buildings décents ont remplacé entre autres à Niamey les vieux bâtiments non fonctionnels. Tout cela donne aujourd'hui à Niamey, la capitale, l'allure d'une grande capitale africaine en pleine expansion, à l'image du développement économique et social harmonieux du Niger. L'on ne peut évoquer ce domaine social sans parler des grandes réalisations faites à l'endroit de la jeunesse, groupées en cette date dans un large mouvement de la Samaria. Les différentes structures mises en place, réalisées au profit de la jeunesse nigérienne, reflètent le souci permanent du Conseil militaire suprême et du gouvernement de garder saine et responsable cette frange fragile de notre société. À Matamé, durant sa récente tournée en profondeur dans le département de Zinder, en février 1984, le chef de l'État avait tiré à nouveau la sonnette d'alarme. La situation, certes, n'était pas semblable à celle des années 70. C'est le président Kounké qui avait lui-même fait le constat. La jeunesse nigérienne, alors, disait-il, était irresponsable et pourrie. Elle était négligée et sous-employée. Nos traditions et nos mœurs, ajoutait-il, étaient sur le point de disparaître. Alors, on comprend encore mieux la décision de réhabiliter la Samaria, organisation authentiquement nationale qui plonge ses racines dans les profondeurs de nos civilisations ancestrales et qui regroupait dans un même village tous les jeunes, filles et garçons sans distinction. Ainsi, les Samarias réhabilités, renforcés et organisés sur la base de leurs fonctions essentielles ont su s'adapter aux exigences d'une société nouvelle et participer à la consolidation de l'unité nationale et à l'édification de la société de développement. Il existe aujourd'hui plus de 6000 Samarias de villages et de quartiers à travers le pays. Elles ont tenu à Maradi à l'occasion du 3e Festival national de la jeunesse en 1978
leur première conférence nationale, à l'issue de laquelle des propositions relatives à l'organisation et aux perspectives d'action pour la période du plan national de développement ont été formulées. Les Samariens ont mis sur pied une assemblée nationale constitutive du mouvement national des Samariens. Cette assemblée définira les structures fondamentales de la jeunesse. L'action culturelle du Niger nouveau a consisté en la réalisation d'une politique culturelle fondamentale enracinée dans les valeurs traditionnelles nigériennes, en utilisant la diversité culturelle du pays comme facteur d'équilibre et d'unité dans une vision globale du développement et de l'affirmation de la personnalité de l'homme nigérien. En prenant le contrôle des affaires publiques, l'une des préoccupations fondamentales du Conseil militaire suprême était d'organiser et de dynamiser la vie nationale pour responsabiliser les Nigériens aux problèmes de développement économique et social. L'objet a commandé l'adoption d'une démarche résolument pragmatique. Il n'a pas été question d'établir une quelconque théorie générale de la société de développement, mais à déduire plutôt des solutions pratiques à partir de deux principes simples. Premièrement, l'homme nigérien constitue la finalité de tout développement. Secondo, l'organisation concrète de ce développement repose sur le triptyque consultation, concertation et participation. Ainsi naquit le projet de la société de développement. Résolument, patiemment, les différents conseils de développement furent mis en place et le 17 mars 1980 se tenait l'inauguration de la commission nationale de mise en place. Le chemin fut tracé. Il n'appartenait plus qu'aux Nigériens, au peuple nigérien, d'exprimer sa maturité. L'œuvre qui a demandé la participation de tous, en conformité avec les principes énoncés, grandira après d'enrichissants débats qui traduisent l'intérêt particulier qu'accordent les Nigériens à élaborer le devenir de leur pays. Le 4 août 1983, le parachèvement de la mise en place des institutions se terminait avec l'installation du Conseil national de développement, le CND, avec à sa direction M. Mamadou Marou, alors Premier ministre. Que de chemins parcourus, que d'obstacles vaincus, que de mérites à notre pays, à son chef, à son gouvernement, à ses populations. Elle déterminera encore une fois notre capacité à régler nos propres affaires, conscients que nous sommes du fait que le monde entier est à notre écoute. Une communauté qui n'a pas manqué d'exprimer toute son admiration pour ce qui se fait dans notre pays. La voix du Niger s'est élevée en effet depuis 1974 dans le Conseil des Nations. Aux Nations Unies, à l'Organisation de l'Unité africaine, dans les organisations régionales et sous-régionales, l'on a toujours compté avec le Niger, avec son président, cité d'ailleurs en exemple. La consécration de notre politique internationale est venue au dernier sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. Elle sera également la consécration de la carrière politique d'un fils de ce Niger, M. Idé Oumarou, proposé par le chef de l'État au poste de secrétaire général de l'organisation panafricaine, est élu. Je m'engage solennellement à assumer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions de secrétaire général de l'OIA qui me sont confiées et de m'acquitter de ces fonctions et d'agir conformément aux intérêts de l'OIA et de ne demander ni d'accepter d'instructions concernant l'exercice de mes fonctions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l'organisation. C'est réellement ma fierté d'être nigérien, car je dédie cette victoire au Niger et à son peuple, au gouvernement et principalement à son chef, le général de brigade Séni Kountché, qui n'a rien négligé pour donner au Niger
une image de pays stable et fiable dans la communauté internationale. Je crois que le peuple nigérien voit aujourd'hui le fruit de son labeur, de sa discipline, de son assiduité au travail, par cette consécration internationale qui rejaillit sur le sérieux de notre peuple. Je suis fier d'être fils du Niger et je crois que dans l'accomplissement de ma fonction, je continuerai à faire honneur au Niger.